Que doit-on faire de ces djihadistes? Faut-il les juger en France ou au contraire les laisser dans les pays où ils ont été arrêtés? Je commence avec vous, Raphaël Steinville. Ce qui est certain, c'est que depuis un an, on voit très bien que le gouvernement aujourd'hui a décidé finalement de laisser faire et il désirait presque que la plupart de ces djihadistes meurent sur place. Mis à part Nicole Belloubet qui, il y a un an, après qu'une Allemande ait été condamnée à mort par pendaison par l'Irak, dès lors que cette sentence avait été connue, Nicole Belloubet avait énoncé le principe que ces djihadistes, si jamais une peine de mort était condamnée, ils devaient être condamnés à mort, la France ferait tout pour s'y opposer. Elle jetait un certain embarras auprès de ses autres collègues du gouvernement parce que la doctrine qui prévalait jusqu'alors et que la ministre de la Défense, Madame Parly, avait énoncé, c'était que l'idéal pour la France était de s'embarrasser de ces djihadistes qui avaient combattu avec l'État islamique contre la France et ses alliés. Même quand ils sont condamnés à mort, on a appris qu'un 7e djihadiste français avait été condamné à mort. Alors cette fois-ci, c'est en Irak. On fait quoi dans ces cas-là? En France, la peine de mort est interdite jusqu'à Non, preuve du contraire. c'est d'une certaine manière, moi j'ai l'impression que c'est la force de l'État islamique, c'est notre État de droit. C'est-à-dire que justement, parce que nous avons un État de droit, parce que justement nous sommes attachés au respect de la personne humaine et que nous interdisons la peine de mort, ils font tout pour essayer de jouer de ces leviers pour atteindre l'opinion publique et faire en sorte de pouvoir revenir. Moi, Donc vous dites quoi? Il faut être ferme sur nos valeurs et sur notre état de droit. Ce qui est certain, oui, non, mais en fait, c'est là, ce que je vous dis, c'est la force des djihadistes, c'est notre état de droit et d'une certaine manière, c'est notre faiblesse à nous. C'est-à-dire qu'on a un état de droit et un certain nombre de lois qui font que l'État français s'engage auprès de ces personnes à faire en sorte que les États, lorsqu'ils prononcent cette peine, d'essayer de faire en sorte de surseoir à ce En l'occurrence, jugement. ce n'est pas le cas, en fait, parce que les propos de Le Drian devant l'Assemblée nationale, c'est la confirmation d'une doctrine qui date de bientôt un an, mais qui n'en est pas une, en fait. C'est l'abandon en race campagne d'une série de principes, justement, qui fondent l'état de droit. C'est-à-dire de garantir les droits de la défense. On n'a aucune garantie que parmi les forces combattantes kurdes, il y ait des procès équitables. D'ailleurs, les Kurdes ne sont pas reconnus comme un État. On sait d'ailleurs, et ça vient d'être dit par votre reportage, qu'en Irak, la peine de mort est autorisée. Et normalement, quand un ressortissant français court ce risque-là, d'une condamnation à mort, souvent la France le réclame. Je rappelle d'ailleurs que dans le droit français, le fait de s'être rendu sur le terrain des opérations est passible d'un procès et d'une peine de prison. Donc il serait tout à fait normal de les récupérer, de les faire condamner. Moi, j'entends bien que l'opinion publique est très opposée. Mais dans cette affaire, on est tous perdants. D'abord, les enfants ne sont pas responsables des crimes commis par leurs parents. Si laissez-moi conclure, et vous pourrez faire votre remarque. Les enfants ne sont pas responsables parce que la culpabilité, ce n'est pas une affaire qui se transmet en héritage. Mais certains de ces enfants ont combattu. C'est de tout jeunes enfants, on ne parle pas d'adolescents, c'est des enfants de 4, 5, 6 ans qui sont nés parfois sur le terrain des opérations. D'autre part, on n'a aucune garantie, et vous le savez très bien, que ces prisonniers aujourd'hui, aux mains des forces combattantes kurdes ou aux mains de l'État irakien, soient à tout jamais sous les verrous. C'est d'ailleurs ce que demande l'Irak. Ils n'assurent pas la sécurité si on n'est pas capable, nous la France, de prendre en charge en fait l'incarcération qu'ils estiment à 2 milliards d'euros. Et d'autre part, ce qui est quand même très compliqué, c'est qu'on a besoin de savoir quelles ont été les filières, comment ces gens ont pu se radicaliser et se rendre. Donc vous dites qu'il faut les rapatrier pour les juger. Mais vous avez raison, sauf que vous pensez que les services de sécurité le réclament souvent. Les services de sécurité, comme vous les entendez, moi je me souviens, j'étais parlementaire à l'époque. Les services de renseignement français sont sur place. Écoutez, ils ne sont pas tous sur place, contrairement à ce que vous dites, et quand vous les interrogez très concrètement, et ça a été le cas lors de plusieurs auditions à l'Assemblée, ils n'ont pas de position de principe sur le rapatriement, la mise en jugement et la condamnation. Ça leur permettrait d'avoir des informations qui sont aujourd'hui très utiles pour démanteler des réseaux terroristes. Cette histoire n'est pas finie, c'est une région totalement instable, et on n'a aucune garantie que ces gens aujourd'hui qui sont
aux mains des Kurdes ou aux mains de l'État irakien le seront à tout jamais. Donc vous dites même en termes d'efficacité, il faudrait mieux les rapatrier pour les juger. J'entends très bien que devant l'opinion publique, ce soit une affaire compliquée. Des gens qui ont été responsables de massacres, de mises à mort, qui sont des terroristes, des djihadistes. Qui sont des ennemis de la France, disons les choses très clairement. De la France, mais les ennemis de la France, ça se juge. Je rappelle que, par exemple, on est allé chercher Barbie en Bolivie à l'époque, qu'il a été jugé, qu'on a été capable de faire un grand procès de la collaboration et du nazisme en France. Non, mais la plupart de leurs crimes et leurs forfaits ont été commis en Syrie et en Irak. Je vous rappelle, et donc, ces États sont également... Vous faites fi de la législation française. Non, mais, vous faites fi de la législation française. Et vous faites... Non, je ne fais pas fi. Vous asseyez sur ces États qui, par ailleurs, ont une législation et ont un droit aussi à les juger. Alors vous mentez parce qu'aucun des États, ni les forces kurdes, ni l'Irak... Je parle de l'Irak. Non, ni l'Irak ne demande à garder ces personnes. Vous le savez très bien. Ces personnes, en fait, sont une patate chaude qu'on se refile. Aujourd'hui, si l'Irak avait le choix, il permettrait le rapatriement de tous les djihadistes ressortissants français. Si les forces kurdes avaient le choix, il permettrait le rapatriement de l'ensemble des personnes qui sont aujourd'hui dans des camps ou incarcérées. Vous le savez très bien, ne mentez pas là-dessus. Écoutez, moi, je n'ai pas d'informations en ce sens. Ce que je sais, elles sont publiques. Elles sont publiques. Sans ça, l'État irakien ne demanderait pas 2 milliards, qui est une forme un peu de raquette quand même, exercée contre la France, pour s'assurer, en fait, au moins les moyens de l'incarcération qui doivent, en fait, malgré tout, assurer aujourd'hui. Un mot de réponse là-dessus. Non, mais ce que je constate, c'est que depuis des semaines, dès lors que ces terroristes sont arrêtés, jugés, on les entend faire des déclarations par la voix de leurs avocats, expliquant que ce sont des repentis, qu'ils regrettent. Moi, je ne veux pas prendre le risque. Non, mais je ne dis pas que c'est votre position, mais je ne veux pas prendre le risque de voir revenir ces djihadistes sur le sol français et qu'aujourd'hui, je laisse... Vous préférez prendre le risque, en fait, qui reste dans les mains des combattants kurdes qui ne garantissent aucunement la sécurité et l'incarcération de ces personnes, et vous préférez prendre le risque de les laisser en main de l'État irakien qui ne souhaite pas les garder, vous le savez très bien. Vous savez très bien que les services français, la DGSE vous prétendez avoir une position qui est présente et les surveille au souci de la sécurité de la France, et le résultat à la fin, c'est que vous n'avez aucune garantie que ces personnes, un jour, ne seront pas libérées. Qu'est-ce que vous proposez? Je propose que la France les juge et les incarcère. Voilà ce que je propose. Ce sont des ressortissants. Je vais faire avancer le débat en restant sur cette thématique, en parlant de la déchéance de nationalité. En novembre 2015, François Hollande avait évoqué l'inscription de la déchéance de nationalité dans la Constitution pour notamment les auteurs d'actes terroristes. Il y renoncera sous la pression en mars 2016. Avec le recul, est-ce que vous dites, Raphaël Stainville, qu'il fallait... il fallait imposer cette mesure? Ce qui est certain, c'est qu'en abandonnant cette possibilité de déchoir la nationalité des Français qui auraient combattu avec l'État islamique, on s'est privé d'une possibilité de les laisser... On n'aurait pas ce débat aujourd'hui. On n'aurait pas ce débat. Et c'est encore une fois ce que je vous dis, c'est notre état de droit aujourd'hui... C'est totalement faux ce que vous racontez, en fait. D'abord, parce que c'est une drôle d'idée de prétendre que ces gens seraient... étrangers au corps national. La plupart de ces combattants ne sont même pas binationaux. Par exemple, les femmes qui ont été appréhendées, et vous les connaissez, ce sont des convertis et n'ont qu'une nationalité, elles ne sont que françaises. Donc cette idée, en fait, tout à fait particulière, qui consisterait à introduire dans la législation française la possibilité de déchéance de nationalité, consiste à faire croire à l'opinion publique que ces djihadistes, ces terroristes seraient en fait des étrangers qui auraient eu la nationalité française par hasard. Ce n'est pas vrai. Ils sont français et souvent ils n'ont que la nationalité française. Donc la déchéance de la nationalité française... J'ai retrouvé, vous disiez à l'époque, vous étiez encore chez Europe Écologie Les Verts, la déchéance ne sert à rien dans la lutte contre le terrorisme. Vous n'avez pas changé d'avis. Non, je n'ai pas changé d'avis. Et d'ailleurs, excusez-moi de finir là-dessus, en fait, c'est une idée les études avaient été menées, qui ne concernait que très peu de personnes. 4 ou 5. Et je vous rappelle, par exemple... Là, on parle quand même de 400 à 450 Français qui sont là-bas. Ça pourrait concerner du monde. La France a déjà procédé à des déchéances de nationalité et nous avons été contraints de garder les prisonniers parce qu'ils couraient le risque d'une peine de mort. Raphaël Stainville, on n'a pas pu vous entendre développer votre idée là-dessus parce que Sergio Coronado vous a interrompu. Allez-y. Mais en fait, vous posez d'une certaine manière assez bien les choses. C'est que au-delà de la déchéance de la nationalité, et parce que justement un certain nombre de ces djihadistes sont des Français de comme naissance, vous et moi. Oui, mais
on peut aussi poser la question de ce qui a fait qu'ils ont pu basculer. Est-ce que c'est seulement des Français de papier comme parce que Vous êtes un Français de papier, vous? Non, mais moi pas, non. Non, je ne dis pas. Non, mais c'est pas la question. C'est que finalement l'attachement à la France, si seulement c'était des Français absolument français et qu'ils se sentaient français, ils ne seraient pas partis combattre en Syrie avec l'État islamique. Et donc c'est leur attachement à la nation qui pose problème et peut-être les conditions d'acquisition automatique de cette nationalité. Quand vous naissez français, il n'y a pas d'acquisition. Vous avez acquis la nationalité française, vous? Non, mais non, c'est pas ça. Vous savez très bien de quoi on parle. Vous prétendez de manière très insidieuse que ces gens auraient acquis la nationalité française. La plupart de ces combattants, non, mais c'est des enfants, ils sont connus, la deuxième, troisième génération. Quand on est de la deuxième ou troisième génération, monsieur, on est français. On est français et on n'est que français. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Si vous prétendez en fait d'aller chercher dans les troisième ou quatrième générations celui qui est totalement français ou celui qui le serait de papier, c'est quand même un discours qu'on connaît depuis fort longtemps. Vous avouerez que si après 2 ou 3 générations, qui veut trier dans le corps national, enfin quand même. Non, moi j'adorerais qu'ils soient pleinement français, mais vous avouerez que si après 2 ou 3 générations, on a ce genre de problème, c'est que aussi l'intégration n'a pas été faite. Ils sont nés en France. Vous parlez d'intégration pour des gens qui sont nés en France, qui sont français, qui étaient scolarisés dans il y a des tas de gens qui sont nés en France, qui ont été scolarisés dans l'école, qui ne parlent pas français, qui ne savent pas écrire, qui ne connaissent rien des valeurs de la République. Qui ne relèvent pas de la nationalité des gens. Bon, on vous a entendu tous les deux et je ne pense pas qu'on va réussir à rapprocher vos points de vue. On va passer au second thème de Ça se dispute. Ce sondage que vous découvrez depuis ce matin sur l'antenne de CNews, sondage IFOP fiducial pour CNews Sud Radio et Paris Match, qui donne, vous le voyez, si on votait dimanche, évidemment, c'est une photographie à l'instant T, fin mai 2019, mais si on votait dimanche à la présidentielle, Emmanuel Macron devant Marine Le Pen, 30 points, 30% contre 28, ensuite Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon à 9%, Laurent Wauquiez à 8%. Bon, rien ne garantit que, par exemple, au hasard, Laurent Wauquiez ou Olivier Faure seront présents dans 3 ans. Il est à 4%, Olivier Faure. Quand vous voyez un sondage comme celui-là, Sergio Coronado, vous dites quoi? Vous dites, bon, c'est le décalque du vote qui vient d'avoir lieu dimanche. C'est un peu le décalque du vote, en fait, renforcé d'ailleurs. Oui, avec une progression du score de La République En Marche et du Rassemblement National. Tout à fait. Et donc, je me souviens simplement des sondages quelques jours avant l'élection qui n'avaient pas prévu le résultat non plus. Donc, je me dis que les sondages, c'est effectivement un moment de photographie d'un instant T et qu'en même temps, c'est très évolutif et qu'on est à 3 ans de l'élection. Mais on a quand même une nouvelle bipolarisation qui est en train de s'installer, clairement. Aussi que finalement, le coup tenté par Emmanuel Macron de duel, en fait, d'installer ce duel qui n'en est pas un, à mon sens, entre l'extrême droite et En Marche, finalement, est un des acquis, même s'il n'a pas gagné l'élection, dont il peut se prévaloir, en fait. Et d'une certaine façon, il a marqué des points. Parce qu'en fait, on a désormais non pas une bipolarité dans la vie politique française, on a 3 tiers. Sauf qu'on a un tiers totalement éclaté. Le tiers de gauche. Le tiers des écologistes, de la gauche même de populaire et sociale. Même de ce qu'il y a de la droite. La droite, on a l'impression quand même d'abord qu'elle est siphonnée, comme l'a été le Parti Socialiste à un moment donné par En Marche, et qu'elle est prête aujourd'hui, quand on regarde les déclarations du président du Sénat, de se vendre à la découpe sans beaucoup de difficultés, en fait. Donc c'est un vivier tout à fait idoine pour Emmanuel Macron pour les prochaines municipales. Raphaël Steinville, vous allez avoir le temps d'analyser. Voilà. Raphaël Steinville, c'est Emmanuel Macron ou c'est l'opinion française qui installe ce duel? Je dirais que c'est un peu les deux. Et puis même nous, médiatiquement, en continuant de débattre de ce duopole, on continue à renforcer cette idée que le deuxième tour est acquis. Mais on a l'impression que c'est une nouveauté, d'une certaine manière. C'était aussi la réussite de la dernière présidentielle d'Emmanuel Macron. En tout cas, à partir du deuxième tour, il avait finalement... Ce qu'il a fait pendant les européennes, il n'a fait que rejouer le deuxième tour de 2017. Et on a un peu l'impression qu'on assiste à un théâtre qui se répète, avec, en l'occurrence pour les européennes, des figurants qui jouaient le rôle de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron à la présence de Bardella et Nathalie Loiseau. Mais c'est toujours la même chose. Et d'une certaine manière, ce qui est dramatique dans ce qui est en train de se produire, c'est que
on ne parle plus d'idées, on ne parle plus on n'a plus de débat. On est uniquement en train de commenter. Pour les uns, on dira que c'est l'espèce de théâtre de l'antifascisme, parce qu'aujourd'hui, on en est réduit à ça. C'est-à-dire on s'amuse à faire peur les Français avec. Je lisais encore, c'était François-Olivier Gisbert dans Le Point qui parlait. Entendez-vous le bruit des brodes brunes? Honnêtement, on s'est réveillé lundi matin en ayant vu des hordes fascistes ou nazis déferler sur Paris ou Bruxelles. Rien du tout. Donc il y a bien sûr que le jeu est faussé, le jeu est surjoué. Il y a 5 pays d'Europe où le vote... oui, mais disons nationaliste, disons populiste, employez le mot que vous voulez, est quand même puissant. Non, mais par ailleurs, il y a la France, il y a l'Italie, il y a la Pologne. Par ailleurs, qu'est-ce que ça a changé dans notre vie de tous les jours? Oui. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas parlé de vrais sujets. Sergio Coronado pourra nous dire qu'on n'a pas suffisamment parlé d'écologie, mais je pense qu'il y a d'autres sujets qui auraient dû et qui auraient mérité d'être débattus avec des désaccords très certainement, mais je pense que l'immigration en faisait partie, le pouvoir d'achat et plein d'autres sujets. Mais on n'a pas pu en débattre. Finalement, l'installation de ce match et cette préfiguration de la présidentielle nous interdit de penser librement la politique. Ouais. Ce sondage, c'est aussi une sacrée claque pour Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes militant écologiste, mais vous étiez sur la liste la France, que le résultat de la France insoumise aux élections européennes soit décevant. Oui, non, ça, je ne vous le découvrais pas ici. Mais la ligne politique de Mélenchon est remise en cause depuis 48 heures, très clairement. La personnalisation je pense du pouvoir. J'entendais ce matin sur RTL, j'entendais des militants insoumis, la France insoumise de Marseille, qui critiquaient l'ego de Mélenchon, la personnalisation du pouvoir au sein du parti. Je pense que quand on rencontre l'échec dans une élection, et notamment une élection européenne, comme ce fut le cas dimanche dernier, réduire la question du résultat simplement à des questions de personnes me paraît être une erreur. Je pense qu'il y a eu un problème stratégique et notamment une interprétation un peu erronée à mon sens de la présidentielle, c'est-à-dire que Mélenchon est apparu au moment de la présidentielle comme un vote utile pour beaucoup d'électeurs. Et ils ont fait le choix de Mélenchon. Au dernier moment, il n'y avait pas de candidat écolo. Une partie de la famille socialiste voulait un candidat au second tour. Et Mélenchon apparaissait comme la personne la plus à même d'aller à ce second tour. Et donc, il a bénéficié de ce large rassemblement qu'il a hissé à plus de 19%. Et donc là, l'erreur stratégique, c'est quoi là? L'erreur stratégique, peut-être tout simplement qu'à l'élection européenne, quand on dit qu'on va sortir des traités, alors que c'est une position, à mon sens, qui est juste, mais ce n'est pas au Parlement européen qui se joue, ça ne se joue pas là. En fait, les gens ont pu avoir l'impression qu'au fond, les écolos, sous la houlette de Yannick Jadot, qui disait ni droite ni gauche, d'ailleurs qui faisait un peu comme Mélenchon, je ne veux pas de tambouille, mais qui prétendait en fait qu'ils pouvaient faire plein de choses, et notamment sauver le climat dans le cadre du Parlement européen, ils se sont dit, tiens, celui-là, il donne l'impression que voter pour lui, c'est très utile, parce qu'il y a une forme d'adhésion au fonctionnement même de l'Union européenne. Donc les gens changent, et ce qui est tout à fait surprenant, c'est la volatilité du vote, et notamment quand on n'a pas la capacité dans l'espace qui nous occupe, d'incarner une alternative. Le problème dans cette affaire, c'est que vous parlez de Marine Le Pen, qui, elle, est un socle dans la droite identitaire et l'extrême droite, d'Emmanuel Macron, qui est un socle dans le bloc libéral, et le reste, en fait, la famille progressiste, sociale, écologiste, radicale, elle ne donne pas aujourd'hui l'impression qu'elle peut mobiliser dans un sens victorieux. Alors qu'il y a des leviers puissants aujourd'hui. Par exemple, l'histoire d'ADP. Le référendum d'initiative partagée, qui est une remise en cause de la politique d'Emmanuel Macron, c'est une question qui pose la place des services publics, les leviers de la transition écologique. Ça devrait nous occuper dès le lendemain de l'élection, malgré les résultats. Et lançons, en fait, moi je crois que c'est utile, c'est nécessaire, c'est urgent, lançons la mobilisation. C'est une mobilisation qui peut être très large. Et on peut obtenir sans trop de difficultés les 4 millions. Et donc on ne touche à rien au sein de LFI. Si, ces débats-là, ils doivent avoir lieu. Mais c'est des débats qui intéressent les militants, moins les électeurs. Les électeurs, ils ont envie de savoir ce que vous faites concrètement pour leur vie quotidienne. Raphaël Steinville, sur le LFI et Jean-Luc Mélenchon. Alors, pardon, je voulais juste reprendre ce que Sergio disait sur le socle d'Emmanuel Macron. J'ai l'impression qu'il est à la fois large, il s'est consolidé, mais il est très mouvant. Oui. On a vu qu'un quart de son électorat flottait, est allé notamment se reporter sur Yannick Jadot, quand une grande partie de la droite, qui votait François Fillon à la dernière présidentielle, s'est déportée sur lui. Moi, ce que je trouve, pour parler peut-être d'un parti ou d'un
que je connais davantage que la France insoumise, et pour parler de la droite, j'ai l'impression que la droite libérale, la droite des intérêts, la droite de l'argent, s'est trouvé un candidat de substitution qui lui va très bien avec Emmanuel Macron. Et c'est peut-être assez désolant pour ce mouvement conservateur qui aujourd'hui en est réduit à la portion congrue. Et qui, mais moi je voudrais qu'on revienne à la question de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Terminez si vous voulez cette démonstration, on y revient après. C'est pas seulement le fait de ces dirigeants, c'est surtout le fait des électeurs qui aujourd'hui préfèrent finalement voir leurs impôts baisser, bénéficier de la suppression de l'ISF et qui ne voient pas la souffrance d'une grande partie des classes populaires qui autrefois, jadis, votaient à droite. Oui, et qui ne votent pas non plus beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Il vote Marine Le Pen aujourd'hui. Donc c'est quand même un échec pour le leader de ce parti. C'est toute l'efficacité de la stratégie du vote utile qui a été, dès lors qu'elle a été réinstaurée, parce que finalement Emmanuel Macron n'a fait que ça et Nathalie Loiseau n'a fait que ça pendant la campagne, dès lors qu'il a réenclenché, qu'il a passé la deuxième, la troisième et qu'il a reparlé de moi ou le chaos, on a très bien vu comment la droite et notamment François-Xavier Bellamy, qui était porté par un petit effet, a vu ses voix dans les sondages diminuer, et comment et Nathalie Loiseau et Marine Le Pen, enfin en l'occurrence Jordan Bardella, ont repris des plumes dans les sondages. Donc cette stratégie a une véritable efficacité, mais politiquement, intellectuellement, elle est affligée. Elle est mortifère, oui. Oui. Et pourquoi Jean-Luc Mélenchon passe à côté des classes populaires? Quand on regarde le sondage, alors là on est dans le comparatif Emmanuel Macron et Marine Le Pen, on voit que plus on est riche, alors là on revoit les intentions de vote, mais je voudrais qu'on voit, si on l'a toujours, les éléments du sondage sur le vote en fonction du niveau de vie. Plus on est riche, plus on vote. Voilà. Emmanuel Macron et La République En Marche. Plus on est pauvre, plus on vote Marine Le Pen et le Rassemblement national. D'abord, je voudrais dire... Et même là-dedans, on voit les classes moyennes inférieures. Bon, si on raccroche ça à l'actualité Gilets jaunes, très clairement, on voit la carte du loupé de Jean-Luc Mélenchon. D'abord, une remarque. L'essentiel des catégories populaires, c'est le cœur de l'abstention. C'est parce que vous faites une analyse sur les gens qui votent. Ah oui, mais enfin bon, jusqu'à preuve du contraire, c'est à partir des bulletins exprimés. C'est à partir des bulletins exprimés qu'on choisit les élus. Oui, mais vous aviez déjà vu ça. C'est pas une nouveauté. Oui. Au moment de la présidentielle. Non, mais la question, c'est ce que Jean-Luc Mélenchon a loupé avec. Au moment de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a réussi à mobiliser une partie de cet électorat, et c'est ce qui lui a valu son score. Oui. On a vu qu'un mois après, au moment de la législative, en fait, cet électorat, voyant que les chances de victoire n'étaient plus au rendez-vous, parce que c'est Emmanuel Macron qui avait été élu président de la République, a décroché. L'essentiel, en fait, et ce qui caractérise l'électorat populaire, c'est le décrochage face au jeu institutionnel et au jeu électoral. C'est la principale donnée. Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui est la donnée dans cette affaire. C'est le décrochage. Et ce décrochage-là, il est durable. Et c'est un problème pour l'ensemble des forces politiques. Oui, mais il y avait une occasion avec le mouvement des Gilets jaunes, et c'est plutôt Marine Le Pen qui a saisi cet électorat. Vous interprétez mal la sociologie des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, on leur fait dire tout et n'importe quoi aux Gilets jaunes. Non, mais sociologiquement, ce sont des gens qui travaillent. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on appelle les catégories populaires. Ce sont des gens qui travaillent, qui ont du mal à joindre les deux bouts, et qui avaient dit dès le départ, en fait, que... Et la manière en fait, dont ils se mobilisaient, c'était une mise à distance en fait, du jeu politique et institutionnel. Ils n'ont jamais dit qu'ils étaient favorables aux élections. D'ailleurs, les quelques tentatives, il y a eu 2 tentatives de liste, se sont soldées par des échecs cuisants. Donc cette question-là, sur l'abstention, ce n'est pas une question personnelle d'un candidat ou d'un autre. C'est qu'on a dans notre pays désormais un énorme bloc de gens qui décident que le jeu électoral ne les intéresse pas. Peut-on les en plaindre quand on voit la manière dont ils s'organisent, avec un jeu d'opposition un peu factice, qui n'aborde pas la vérité. Mais c'est aussi la responsabilité de ceux qui se présentent de leur donner l'opportunité. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Je pense qu'on a une responsabilité, et notamment pour mobiliser cet électorat-là, cet électorat qui pâtit souvent des politiques qui sont mises en place, qui voit le travail ubérisé, qui voit les conditions de travail s'aggraver, les salaires ne pas augmenter, enfin, leurs conditions de vie se dégrader. Si on ne donne pas des perspectives de mobilisation et de victoire, on loupe le coche et on ne les mobilise pas. Ça, c'est clair. Là-dessus,
ensuite on passe à l'actualité sociale générale. Une tentative d'explication de la faiblesse du score que pourrait avoir Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'on voit. Il n'était pas candidat par ailleurs en tête de liste. Non, mais là on parle des sondages, et la projection pour 2022. Et si on fait un comparatif avec la dernière présidentielle, moi j'ai l'impression que l'une des réussites qui avait été reconnue par tous de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il avait su incarner un populisme de gauche et pendant ces... Il y avait beaucoup de France aussi, il y avait beaucoup de drapeaux tricolores dans ces meetings, pendant etc. ces 2 ans, et notamment pendant cette campagne des européennes, ce qui est apparu, c'est aussi les divisions entre les indigénistes qui prennent de plus en plus de place chez les insoumis et ceux qui étaient plutôt tenants d'une ligne plus souverainiste. Franchement, si vous pensez que ça intéresse les électeurs, non, moi je pense que... Non, mais vous savez très bien que ça a jeté des trous. Raté, à la fois sur l'interprétation de la présidentielle et sur la spécificité de l'élection européenne. Je vais vous dire, parce que je pense qu'on a commis quelques erreurs. C'est-à-dire que la manière, manière dont on a peut-être mis en exergue notre soutien aux Gilets jaunes, et notamment avec quelqu'un comme Éric Drouet, et puis le fait d'avoir choisi quelqu'un comme Manon Aubry, il y avait comme quelque chose qui ne collait pas nécessairement dans la dynamique électorale. Voilà, c'est une donnée d'interprétation. Allez, troisième grand titre dans cette émission, General Electric qui annonce la suppression de plus de 1000 emplois dans le territoire de Belfort lors du rachat d'Alstom Energy. C'était en 2015, il n'y a pas si longtemps. Le groupe américain s'était pourtant engagé à créer 1000 emplois nets en 3 ans. Pour le syndicat CFE-CGC, c'est tout simplement un scandale d'État. Kinson. Ici à Belfort, l'annonce a fait l'effet d'une bombe. Près de 1000 postes seront supprimés. L'explication de la direction de General Electric, le déclin de l'activité. Je ressens la honte, je ressens du mépris, j'ai la haine, j'ai tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. J'ai encore un crédit sur le dos. Puis aujourd'hui, je vais me retrouver au chômage. Et puis je vais encore trimer encore pendant 10 ans, 12 ans, jusqu'à ma retraite. C'est la honte. 792 postes, rien que dans la branche turbine à gaz. Emmanuel Macron assure qu'il suivra le dossier de très près. Une présence qui ne rassure pas le maire de Belfort. Je ne suis pas rassuré parce que qu'est-ce que ça veut dire être vigilant? Des engagements avaient été pris par General Electric lors du rachat de la partie énergie d'Alstom et à l'époque General Electric devait créer 1000 emplois. Il faut maintenant demander à General Electric de respecter ses engagements. Pour éviter une casse sociale, le maire suggère un transfert des salariés vers d'autres filières du groupe américain. Une diversification de l'activité sur les sites pourrait être une solution. Bruno Le Maire, de son côté, s'est engagé à préserver l'avenir industriel de Belfort. Est-ce qu'on touche aux limites du pouvoir de l'État en matière économique, Raphaël Saint-Ville? Moi, j'ai l'impression surtout qu'on touche au plus dur et au cœur nucléaire de l'activité d'Emmanuel Macron du temps ministre de l'économie. Ministre de l'économie et surtout avant secrétaire général adjoint de l'Élysée. Lui était parfaitement au courant de la situation. En 2012, il commande à IT Kearney, une agence de conseil, un rapport pour voir quelle serait la solution la plus favorable au groupe. Et il apparaît que lorsque est évoqué le cas de ce repreneur General Electric, toutes les limites du modèle étaient sur la table, et notamment le fait que c'était pas forcément la solution économique et notamment pour les emplois la plus favorable au groupe. Il le savait lorsqu'il a tout fait pour mettre des bâtons dans les roues d'Arnaud Montebourg lorsque ce dernier cherchait et militait pour que ce soit un autre preneur, et quelques mois après son accession au poste de ministre de l'économie, c'est lui qui fait le deal. Je crois que c'était François Hollande dans son dernier livre, Leçon de pouvoir, qu'il a été mis devant le fait accompli. C'est Emmanuel Macron qui, en toute connaissance de cause, a cédé cette part de l'activité d'Alstom à General Electric. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai souci pour Emmanuel Macron. Moi, je ne suis pas un spécialiste ni un connaisseur pointilleux de ce dossier, mais je pense que le président s'est très largement exposé dans cette affaire. Donc c'est d'abord à Emmanuel Macron de rendre des comptes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? D'abord parce qu'il a effectivement, comme ça vient d'être rappelé, été à une sorte d'orfèvre en fait de la cession de cette partie d'Alstom à General Electric,
qu'il a joué de tout son poids. Moi, je me souviens, j'étais parlementaire à l'époque, on avait évoqué la possibilité d'une commission d'enquête parlementaire et ça avait quand même rué dans les brancards. Il avait assuré, à l'instar de General Electric, non seulement le maintien des emplois en l'état sur le site de Belfort, mais également, comme cela a été dit, la création de 1000 emplois nets. Aujourd'hui, on a la suppression de 1000 emplois avec des conséquences sur les sous-traitants. C'est à peu près 3000 emplois qui seront supprimés, donc 4000 au total, dans une région qui a déjà été durement touchée par la désindustrialisation. Moi, je constate l'effacement durable de la puissance publique sur le terrain industriel et je trouve que c'est gravissime. Il y a des enjeux d'aménagement du territoire, d'emploi, de transition écologique et quand l'État, en fait, abandonne sa mission qui est la sienne et mais il y a un principe dans une entreprise, s'il y a moins de commandes. Oui, mais je constate en fait que vous voyez ce que je veux dire. Quand des engagements sont pris, il faut qu'ils soient tenus par les entreprises. Alors il y a eu des effectivement 324 emplois qui ont été créés. Il y a eu des pénalités, mais déjà ça sert pas à grand chose. L'an passé, la sonnette d'alarme avait été tirée et on avait constaté, notamment à l'Assemblée nationale, parce qu'il avait fait une déclaration, Bruno Le Maire, que l'État se lavait déjà les mains en disant bon, il paraît que les objectifs qui avaient été ceux pris engagés par General Electric paraissent hors d'atteinte. Donc l'État s'était déjà résolu à cette situation. Moi, je constate en plus que l'annonce se fait juste après les élections européennes. Permettez-moi d'avoir un peu l'esprit mal placé et de me dire que l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron, qui dirige aujourd'hui General Electric, a pu avertir le président de la République bien avant et qu'on a préféré faire en sorte que l'annonce se passe après ce moment électoral. En tout cas, je crois qu'il y a une responsabilité primordiale, incontournable de l'État français vis-à-vis et de la région et de ses salariés. On va continuer de parler de l'emploi industriel en France en prenant l'exemple d'Airbus. Airbus qui fête ses 50 ans aujourd'hui, la naissance d'un géant avec Éric de Ridmaten. Airbus, oui, c'est le symbole d'une réussite économique européenne, une entreprise qui a connu ses hauts, qui a connu ses bas et qui a été lancée sous l'impulsion du général de Gaulle et du chancelier allemand Konrad Adenauer. Alors au début, le nom n'apparaît pas directement en 69, on parle d'un GIE Airbus. À l'époque, on parle plus de Sud Aviation qui a créé la Caravelle, le premier porteur commercial français qui n'a pas rencontré d'ailleurs un énorme succès. On parlait aussi beaucoup de EADS, puis de l'aérospatiale. En fait, Airbus a vraiment décollé, si l'on peut dire, avec l'A300, le premier gros porteur, en 1972. Et d'ailleurs, c'était un nom bien trouvé parce qu'il annonçait finalement la réussite du transport de masse, le bus aérien, et avec tous les coups de génie par la suite que l'on connaît, notamment avoir su rassembler les grands acteurs européens de l'aéronautique, Jean-Luc Lagardère, qui a été d'ailleurs à un moment le grand patron d'Airbus, également les Allemands avec Daimler, les Espagnols, et donc tout ce puzzle finalement d'industriels européens a fait le succès d'Airbus et a permis aussi avec les Britanniques de construire des usines dans le monde entier, aux États-Unis, en Chine, et d'arriver au succès que l'on connaît. Mais ça n'était pas gagné pour autant, parce que finalement au début l'A300, le gros porteur Airbus A300 n'a rencontré que peu de succès, 16 commandes seulement au tout début, et il a fallu que Eastern Airlines y croit vraiment aux États-Unis pour que la guerre avec Boeing soit déclarée. Et ensuite, le succès, on le connaît, Airbus dépassera en 2005 puis en 2017 Boeing, les chiffres le disent, 1109 commandes pour Airbus et 912 commandes pour Boeing. Voilà, la guerre était vraiment déclarée. Alors, les succès, il y en a eu avec la 320, bien sûr. Les échecs, bon, ne parlons pas d'échecs, mais la 380, le géant porteur, lui, qui s'arrêtera bientôt, c'est pas un grand succès. La 400M, l'avion militaire également, qui n'est pas encore complètement au point, mais au final, on dira que c'est une réussite fantastique qui fait travailler dans le monde 130 000 personnes. Et surtout, aujourd'hui, eh bien, vous avez un Airbus qui décolle ou qui atterrit toutes les 2 secondes sur la planète. Et c'est vrai que c'est un chiffre qui est quand même impressionnant, un Airbus qui atterrit ou décolle toutes les 2 secondes. Tiens, je vous propose cette image, c'était vers midi dans le ciel de Toulouse, la parade aérienne de la flotte Airbus du petit nouveau l'A220 au gros porteur Beluga XL. Sergio Coronado,
Vous y voyez quand même, bon voilà, on peut se satisfaire quand ça marche, hein, 64 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 130 000 salariés dans le monde. 133 000 salariés dans le monde, plusieurs dizaines de nationalités qui travaillent pour ce projet industriel qui était à l'origine issu en fait d'un partenariat entre la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France, qui a connu des hauts et des bas. Ça n'a pas toujours été un succès, comme ça a été rappelé, et notamment. Mais ça prouve quoi? Ça prouve que c'est la taille critique pour peser face aux États-Unis, à la Chine. Ça prouve que les coopérations ont du bon. Ça prouve qu'on peut avoir des projets industriels à l'échelle d'un continent. Est-ce qu'on y arrive encore? On n'y arrive pas vraiment parce que d'ailleurs l'Europe ne fonctionne plus sur cette dynamique-là. Elle empêche désormais même la constitution de géants. On n'est pas à la même époque. C'est les 30 Glorieuses et donc on est en plein dans le boom du transport aérien. Je pense qu'aujourd'hui le principal défi c'est celui de la transition écologique. Et donc on pourrait, en tout cas moi je me mets à rêver qu'il y ait un projet de cette envergure sur le champ de l'énergie et notamment sur une sortie programmée du nucléaire sur l'ensemble du continent européen avec un développement des énergies renouvelables et un financement de la Banque centrale européenne. Ce qui aujourd'hui dans le fonctionnement européen n'est pas possible. Et donc c'est vrai que l'Europe de ce point de vue-là, elle semble avoir trahi un peu ses espoirs qu'elle avait réussi à porter au début des années 60, au début des années 70. Et c'est, je crois, un manque aux yeux des citoyens, aux yeux des Européens, qui attendent que cette Europe-là, elle protège, qu'elle porte des projets communs et qu'elle soit capable, en fait, de nous permettre, à l'échelle internationale, d'avoir des outils de compétition aussi, parfois. Raphaël Steinville, est-ce que vous regrettez aussi l'absence de nouveaux géants européens, par exemple dans le domaine numérique, par exemple? Non, alors, au-delà de cette question, bien sûr qu'on peut le regretter. Enfin, d'ailleurs, je pense que la question ne doit pas forcément se poser comme ça et dans tous les secteurs. Mais je pense qu'il faudrait quand même revenir sur quelque chose qu'a dit Sergio Coronado. C'est-à-dire qu'à la fois, il a dit des choses qui sont justes, factuellement très vraies, et tout en entretenant un certain flou. Il reste 30 secondes. Donc oui, ce projet Airbus, c'est pas l'Union européenne, c'est comme vous l'avez rappelé, la France et l'Allemagne après un partenariat auquel se sont agrégés d'autres pays. Mais ce n'est pas l'Union européenne. L'Union européenne, et c'est pour ça que il faut arrêter de dire l'Europe. L'Union. Oui, mais vous avez entretenu parce que justement on a l'impression que derrière l'Europe c'est l'Union européenne. Non, il fallait quand même qu'il y ait une volonté des pays pour lancer cette coopération. Des pays, mais la Commission de Bruxelles. Elle n'a jamais porté ce type de projet. Exactement. J'entends votre argument et on termine là-dessus. Merci à tous les deux, Raphaël Steinville pour Valeurs Actuelles et Sergio Coronado, militant écologiste, candidat sur la liste LFI, en juin Laurence Ferrari sur